remercie nos participants de se joindre à nous. Donc Fabrice Attali, qui est directeur de la conformité chez Carrefour Banque, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Olivier Rocamaro, groupe aide en charge du filtrage, de la détection et du traitement des alertes chez KCIS. Merci beaucoup. Et Alexis Meunier, CEO After-Data, qui est un leader de solutions de conformité et qui nous reçoit aujourd'hui pour cette table ronde. Bonjour à tous. En introduction, rapidement, quelques rappels sur finalement la dernière sanction de la CPR de décembre 2022 qui va nous intéresser à peu près à deux niveaux. Le premier, quelque part, confirme la position du régulateur sur le besoin pour les établissements de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et que c'est une lutte qui aujourd'hui doit être inscrite profondément dans les dispositifs, et donc tout manquement est condamnable. C'est ce qu'on a vu sur la révision des KYC et la complétude des scénarios d'alerte. D'autre part, et c'est aussi un élément important, le recours à Lucia, qui est le logiciel à l'usage de contrôle assisté par intelligence artificielle, qui est une première pour la CPR dans le cadre de recours à ce genre de technologie, et qui est assez intéressant puisque ça a permis aux régulateurs d'analyser 750 millions d'opérations de paiement via le transfert sur son système d'information de 540 gigabits d'informations. 2022 a été aussi une année de la guerre russo-ukrainienne qui a entraîné un certain nombre de gels des avoirs et de publication de listes d'interdits généralement en fin de semaine. Ces deux éléments montrent le besoin de robustesse des dispositifs de lutte anti-blanchiment. Fabrice, ma première question est pour vous. Finalement, à la suite des sanctions et de l'actualité 2022, quel est votre ressenti par rapport à ces éléments? Alors, peut-être sur les sanctions, alors effectivement, tous les Chief Compliance Officers autour de la table regardent régulièrement le site de la CPR pour tirer les enseignements et partager. Sur le fond, on sait qu'on peut tous y passer un jour ou l'autre, donc c'est quand même hyper important de regarder ça. Peut-être juste avant qu'on rentre dans le détail de la dernière sanction qui est effectivement riche d'enseignements, il y a eu un peu moins de sanctions à CPR l'année dernière. Alors c'est vrai qu'en 2021, il y avait un effet rattrapage de l'année 2020 Covid. Donc il y a eu 7 sanctions l'année dernière, 12 l'année précédente. Et sur les 7, sans surprise, la moitié sont sur la LCBFT. Ce qui est un peu entre guillemets le marronnier de la CPR, avec l'autre grand sujet qui depuis plusieurs années qui est la déshérence des contrats. Tu parlais effectivement de cette dernière sanction d'un groupe de banques de détail. En l'occurrence, il y a ce que tu évoquais, effectivement le point sur l'outil Lucia, je pense qu'on va y revenir. Moi, ce que je retiens d'abord, et ça c'est une nouveauté depuis la sanction précédente de septembre, c'est que la CPR maintenant fait des communiqués de presse des sanctions. Ce qui n'était pas une pratique, c'était mis en ligne sur le site de la CPR, mais pas plus, entre guillemets, et c'était vu par les professionnels, mais pas beaucoup plus loin, notamment dans la presse grand public. Maintenant, il y a des communiqués de presse comme le fait la CNIL, comme le fait l'AMF, comme le fait l'autorité de la concurrence, et comme le fait d'ailleurs aussi maintenant la DGCCRF, y compris sur des injonctions. Donc on voit l'aspect pédagogique qui a toujours été recherché par la CPR dans ce name and shame, qui fait que ça sort un peu plus de communication grand public. Maintenant, si on revient effectivement sur le fond, moi je retiens deux axes. Évidemment, comme d'habitude, les sujets de mise à jour de la KYC durant la relation d'affaires. Je pense qu'à l'entrée en relation, c'est plus un sujet, mais c'est vraiment le sujet pendant la relation d'affaires, et notamment sur la clientèle classée de risque faible, qui est un vrai sujet pour tous les acteurs, vu la volumétrie et l'enjeu. Et évidemment, le sujet Lucia, donc cet outil de la CPR, qui avait été présenté, je me rappelle, je crois que c'était en décembre 2021, dans la journée annuelle de la CPR au Palais Brongniart. Et effectivement, ça avait un peu scotché tous les professionnels, on s'en doutait un peu tous, mais effectivement, la CPR avait externalisé cet outil. Et ça me rappelle un petit peu de frisson dans la salle, parce qu'on s'est tous dit, on s'en doutait, on l'a vu pendant des contrôles, la CPR est capable dans ses contrôles de détecter, et tu l'as dit, les volumétries de données sont assez impressionnantes, de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et la question, c'est nous, en tant que professionnels, avons-nous les mêmes outils déjà? Et comment faire en fait, dans cette lutte incessante pour trouver justement l'aiguille dans la botte de foin? Est-ce que c'est pas un peu chimérique
d'arriver au même niveau, parce qu'on sait que quand on cherche sur nos sujets LCDFT, quelqu'un qui cherche finit toujours par trouver la question, et je crois qu'on va y revenir plus tard, c'est nous au quotidien, quels moyens on met avec nos fameux faux positifs. Donc je pense que ça c'est hyper riche d'enseignement pour ça, cette dernière sanction. Merci Fabrice. Effectivement, on reviendra sur la robustesse du dispositif. Olivier, ma seconde question pour vous. Finalement, KCIS a une activité un peu différente de Carrefour Banque, qui est appuyée à un retailer. Est-ce que vous-même vous avez la même sensibilité ou la même approche par rapport à votre activité qui n'est pas du B2C? Et par ailleurs, vous avez aussi une spécificité d'avoir des entités internationales et donc d'avoir plusieurs régulateurs. On parle de la CPR, mais vous en avez plusieurs en face de vous. Comment gérez-vous cela? Alors en effet, KCIS, c'est une banque qui assure le dépôt et la conservation de titres et donc elle a très peu d'activités face à du retail ou à des particuliers. Donc une activité complètement différente, avec une activité et un contrôle à émettre complètement différent, puisqu'on a un nombre de scénarios, par exemple, qui est sans commune mesure par rapport aux autres, qui est nettement plus faible. Vous parliez à l'instant des sanctions. Là, on a une vision un peu différente à part les sanctions, parce que nous, les sanctions en France restent quand même relativement modestes. Quand vous comparez ce qui existe par exemple au Royaume-Uni, où les sanctions font plusieurs centaines de millions de sterling, les quelques millions que peut donner la CPR restent assez faibles et sont plus là pour accompagner l'établissement financier, pour s'améliorer. Il n'y a pas le côté quelque part de mise en avant par rapport qu'il peut y avoir au niveau de l'Angleterre, où quelque part on met quelqu'un en pilori pour donner un exemple à l'ensemble de la place. En France, c'est plus une vision plus française, plus d'accompagnement et montrer des signes pour la place, sans pour cela sanctionner énormément l'établissement financier. Alors, bien sûr, nous regardons les sanctions qui sont données par la CPR, également par d'autres régulateurs au niveau international. Cette version, bien sûr, pédagogique, ça rentre dans le cadre plus général de la veille réglementaire. À chaque fois, nous diligentons, dans la mesure du possible, d'ailleurs, des gens dans les différentes commissions des sanctions. Alors, malheureusement, la CPR en fait assez peu. Je crois qu'il y en a eu une seule l'année dernière, au contraire de l'AMF, qui en fait quasiment tous les mois. Où d'ailleurs, on envoie à chaque fois des compétences d'officiers pour apprendre, mais également pour tirer un enseignement par rapport à la vision du régulateur qu'il peut avoir par rapport à ces différentes missions de l'AML. D'accord. Merci. Pour revenir un peu sur l'exhaustivité du dispositif qui était évoqué par Fabrice, c'est vrai que l'adaptabilité, la complétude, la capacité à tout gérer, ça reste un vrai serpent de mer. On comprend avec Lucia qu'on change un peu de paradigme. Nous, finalement, en tant que conseil, ce qu'on voit si on prend plus d'ampleur, c'est finalement dans la conformité, il y a toujours, est-ce qu'on est très rigoriste? Est-ce qu'on fait un peu un minimum syndical? Il faut trouver un peu le juste milieu. On voit qu'avec la LCDFT, finalement, une approche par les risques n'est plus ou est de moins en moins tenable, notamment vis-à-vis d'un régulateur. Quelque part, on comprend que les établissements doivent mettre en place, vous parliez de veille réglementaire, on voit maintenant qu'il y a une veille technologique à également mettre en place. Et tout ça doit toujours s'appuyer sur la veille métier et donc le lien avec les opérationnels pour développer de nouveaux scénarios, ajuster ou revoir à intervalles réguliers les seuils d'alerte. Ça fait un peu les trois piliers, technologique, réglementaire, métier à déployer et à inscrire finalement dans une gouvernance dynamique, adaptable. Est-ce que c'est des éléments, des réflexions que vous avez en tête, que vous avez déjà déployés, que vous challengez à intervalles réguliers? Pour rester avec vous, Olivier, est-ce que vous partagez un peu cette analyse par pilier et finalement comment KCIS s'est organisé? Alors, on partage bien sûr cette opinion. Bien sûr, nous avons les mêmes contraintes que l'ensemble des participants pour la révision des seuils, des paramètres. De toute façon, ça fait partie de la réglementation, on les révise. Maintenant, la vision technologique, elle est là, elle est présente. Elle est d'ailleurs maintenant même prédominante, parce que quelque part, on a
on a beaucoup de flux à gérer, avec des implications et des ponts entre même les différents sujets qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, on a des ponts par rapport au filtrage, au screening, à MAR, qui sont de plus en plus prégnants, et en fin de compte, on gagne en efficacité et en pondération et en vision en arrivant, en mêlant tous les sujets qui sont autour de la conformité. Et pour cela, malheureusement ou heureusement, ça passe par l'IT. Merci. Fabrice, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes finalement un acteur bancaire, vous êtes adossé à un retailer, à Carrefour. Est-ce que c'est une spécificité dans le paysage bancaire? Et sur la LCBFT, finalement, qu'est-ce que ça soulève en matière de défis sur la partie conformité? Alors oui, c'est une spécificité. Alors on n'est pas les seuls, parce que dans les confrères de type Onebank ou Floa, même s'ils ont eu des évolutions capitalistiques, je dirais que Carrefour Banque, effectivement, sa raison d'être, c'est d'être la capitale financière de Carrefour depuis 40 ans et de financer les clients Carrefour au départ. Après, on finance aussi pour d'autres projets, mais c'est vraiment ça le point de départ avec la fameuse carte passe. Dans nos spécificités, c'est vrai qu'on n'a pas de compte de dépôt, par exemple, ce qui a des avantages par certains côtés d'un point de vue LCBFT, mais de l'autre, pour ce qui est KYC, on a des banques secondaires parfois assez distantes, voilà, qui soulèvent d'autres problématiques. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de compte de dépôt, par exemple, et que des personnes physiques, et qu'en France, je rebondis sur ce que disait Olivier, ça réduit les risques de blanchiment et financement du terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et bien évidemment, mais ça réduit quand même l'exposition. Typiquement, moi, j'ai pas des sujets de virement entrant, sortant, à la main des clients, par exemple. Donc ça enlève quand même un gros morceau. Mais pour rebondir sur le sujet de la spécificité, c'est vrai que le fait d'être dans le retail, ça amène aussi un environnement très challenging, de décalage que je n'ai pu connaître dans d'autres expériences avec la banque entre guillemets classique. Le retail, c'est vraiment, sans exagérer, mais c'est du jour au lendemain. Et on regarde le soir les résultats de la journée. Et c'est des temps de cycle vraiment très différents de la banque. Ça induit aussi des sujets de CAPEX où on n'est pas dans le même niveau de consommation, d'arbitrage aussi. Voilà, donc ça amène des complexités. Et je prends souvent cet exemple, c'est vrai que c'est le retail alors la banque l'est aussi, mais le retail est encore plus orienté client, je veux dire. Satisfaction client, les fameux NPS que vous avez quand vous passez en magasin, vous allez sur les drives ou en ligne. Voilà, juste un petit exemple, parce que je sais que ça fait souvent sourire. Moi, mon équipe LCBFT a un NPS interne. Donc les clients internes de Carrefour Banque notent la LCBFT. J'arrive à avoir un NPS autour de 0, ça peut aller de -100 à +100, ce qui pour une fonction de contrôle, deuxième ligne de défense, c'est pas trop mal. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire oui tout le temps, et on embête aussi le réseau commercial. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Mais effectivement, c'est parti. Et juste peut-être un point, c'est que tu l'as pas cité, mais j'ai quand même un co-actionnaire, et non des moindres, qui est la BNP Personal Finance, à 40%. Et ça, c'est une bonne corde de rappel et d'expertise sur laquelle je m'appuie beaucoup. Et c'est voilà, faut être sur ces deux jambes. Mais c'est très bien, ça fera le lien avec la question des ressources qu'on abordera un peu plus tard. Olivier, je me retourne vers vous. Il y avait finalement, vous parliez de nombre de scénarios un peu plus tôt, oui. Mais avant les scénarios, en découlement, il y a la volumétrie d'alertes, oui. Qui est pour le coup, c'est un problème pour l'ensemble des acteurs. Comment est-ce que vous avez arrivé à gérer le flux d'alertes? Comment limiter les faux positifs, être plus pertinent, percutant dans Oui. Alors il y a deux aspects pour pouvoir réduire le nombre d'alertes. Le premier aspect, c'est d'abord essayer de travailler beaucoup avec la première ligne de métier, la première ligne de défense, qui permet quelque part d'apurer, de limiter le nombre de sujets qui vont augmenter à la conformité. Typiquement, les KYC sont renseignés par les lignes première ligne de défense. Si c'est renseigné correctement, tout de suite, au niveau conformité, c'est plus facile. Après, il faut pouvoir mettre des paramètres, des filtrages ou des seuils les plus fins et des manières les plus efficaces possibles par rapport au groupe de population. C'est un autre sujet et c'est un gros challenge qu'on a à faire et à faire quotidiennement, qu'il faut les renouveler annuellement. Et plus globalement, le problème de CAPEX, alors oui, on a des problèmes parce que malheureusement, on aimerait bien avoir
200 compliance officers pour observer l'ensemble des flux, on ne les a pas. Donc on a plutôt tendance en effet parfois à limiter un peu à notre corps défendant le nombre d'alertes, pas en raison du nombre de compliance officers que nous avons en face. Et après l'autre moyen également qu'on a également de résoudre, c'est toujours l'IT, améliorer les scénarios, l'automatisation, le côté intelligence qu'on peut avoir autour de ces scénarios, et également l'étude de cas qu'on a parlé un peu avant, l'étude de la veille réglementaire, les autres sanctions peuvent également parfois dans le border des use cases intéressants qui permettent justement d'aller encore plus finement dans ces scénarios et viser vraiment des véritables problématiques. Très bien. Fabrice, de votre côté, Ouais, même question. non, mais en fait, on est sur des marchés complètement différents, on a les mêmes problématiques, hein, le sujet de la volumétrie, et moi je trouve que c'est vraiment étonnant parce que la conformité et le CDFT, on est en deuxième ligne de défense, en même temps on est jugé parti puisque c'est nous-mêmes qui décidons de nos scénarios, et même si personne ne l'avouera officiellement, mais tu l'as dit aussi, on adapte aussi nos scénarios à la volumétrie. Enfin, voilà, on ne va pas se tirer des balles dans le pied, avoir des alertes qu'on n'arrive pas à fermer, c'est pire que tout. Donc on trouve le juste milieu, donc le sujet de RH, le sujet IT évidemment, voilà, on est tous, je pense, on a tous nos standards de scénarios déterministes classiques, et on essaie tous, j'imagine, plus ou moins d'aller sur des sujets de data, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais effectivement pour rajouter de l'intelligence supplémentaire, pour moi, il y a un socle, et ça, là, quand la CPR vient nous voir, elle est quand même toujours en train de regarder bien ce socle moyen, scénarii, seuil, qui sont révisés, classification des risques, évidemment, les grands classiques. Mais je suis d'accord avec toi, on pourrait rajouter à l'infini des opérateurs. En plus, c'est pas forcément des boulots hyper excitants, hein, quand on est en premier niveau d'analyse. Il y a énormément de faux positifs, notamment côté filtrage. Je vois Carrefour, je le disais, on est franco-français, mais on a les mêmes impacts des listes de sanctions suite à la guerre en Ukraine. Et mécaniquement, même pour une banque franco-française qui n'est pas du tout exposée à la Russie, à l'Ukraine d'un point de vue implantation géographique, ou même flux, on est embarqué dans les mêmes volumétries qui augmentent. Donc ça ne peut venir à mon avis que de l'IT et de solutions de data. Alors, ça tombe bien. Parlons IT, parlons data. Donc Alexis, vous êtes CEO d'After Data. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre solution et comment est-ce que vous apportez une réponse, une brique de réponse aux questions abordées? Alors, moi je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait de problème d'alerte. Qu'il y ait des problèmes de data, ça je partage, parce que une partie des soucis et de l'imprécision des alertes vient en fait soit d'une donnée de moyenne qualité, soit du manque de données. Et parce qu'on manque de données, certaines fois, parce qu'elle n'a pas été assez bien collectée, assez précisément, on a du mal à identifier les comportements qu'on va vouloir rechercher. Donc c'est un premier point d'attention. Mais ce n'est pas l'alerte qui est en cause là, c'est vraiment l'origine, c'est l'alimentation. Et ensuite, l'alerte, c'est le résultat d'un scénario. Et dans beaucoup de cas, le problème, ce n'est pas l'alerte, c'est le scénario. Et quand on parle de scénario, on cherche à identifier en fait un comportement et un comportement humain. C'est quelqu'un qui a eu une démarche à des fins de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent, des fois à la marge de fraude, parce qu'entre le blanchiment et la fraude, la frontière est parfois ténue. Et sur ces scénarios, un point qui est vraiment très important aujourd'hui, c'est la capacité de nouvelles technologies. On parle de micro-segmentation qui vont permettre de cibler très très finement le comportement qu'on souhaite mettre en avant, mais surtout d'éviter de récupérer plein d'autres alertes, plein d'autres clients qui n'ont rien à voir. Et cette capacité à affiner très très fortement des scénarios déterministes, ça contribue à limiter le nombre d'alertes parce que concrètement, je vais voir uniquement les alertes que j'ai choisi de voir du comportement que je vais rechercher. Et juste pour finir sur le traitement, on exploite aujourd'hui de façon opérationnelle des nouvelles technologies, le machine learning évidemment, mais qui sont aujourd'hui encore très peu utilisés dans le monde de la conformité et qui présentent de réels intérêts parce qu'on va réussir à avoir une approche globale de l'ensemble des données et mettre en avant des situations qui sont qualifiées d'atypiques, qui n'ont pas forcément été déterminées par une série de règles, mais sur lesquelles on va se dire, là, sur cette transaction-là, on a réellement un comportement, on a réellement un enchaînement
d'informations, de par le montant du virement, sa fréquence, le type de client, qui sortent du commun et qui prêtent à analyse. Et là-dessus, on rejoint les technologies qu'on évoquait et qui sont éprouvées actuellement par le régulateur. Alors justement, revenons un peu sur Lucia. Comment est-ce que vous positionnez quelque part? On a les établissements bancaires qui ont leur système d'information, généralement avec leur legacy, avec des outils internes, des solutions de marché. Vous-même, vous intervenez en proposant un nouveau paradigme avec une solution. Et puis, il y a Lucia qui, semble-t-il, va vraiment faire un screenage ou un screening de la tête aux pieds. Est-ce que c'est concurrent de votre solution? Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous analysez le positionnement du régulateur sur lui-même son propre recours à ces technologies un peu qu'on appelle d'intelligence artificielle, en tout cas de machine learning? Alors, nous déjà, on remercie immensément le régulateur parce que ça crédibilise une technologie qu'on utilise depuis maintenant 4 ans sur ce type de détection et sur lequel il y a toujours une crainte du monde financier de se dire mais est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que c'est un gadget parce que tout le monde en parle? Et donc on remercie le régulateur d'avoir, de par ces tests, aujourd'hui on en est au balbutiement de l'outil, mais ça confirme le fait que c'est un vrai sujet et qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc déjà on le remercie pour cette confirmation. Et ensuite, comme sur toutes les régulations, le rôle de la CPR, c'est de vérifier que tous les établissements assurantiels bancaires font bien leur travail. Mais leur rôle, c'est pas de le faire pour, parce que quand ils trouvent quelque chose qui n'a pas été trouvé, ça veut dire qu'il y a une sanction derrière. Donc, les outils de la CPR, c'est un deuxième filet. Maintenant, l'obligation de chaque acteur du monde financier, c'est d'être autonome dans la détermination de son risque AML, et donc d'être capable d'identifier. Donc le fait que des outils comme ceux du régulateur travaillent sur les mêmes fondements technologiques que des outils du marché tels que le nôtre, ça paraît assez logique parce que on a les mêmes objectifs, on cherche à identifier les mêmes comportements, donc il y a une cohérence à ce qu'on marche de la même façon. Maintenant, l'outil du régulateur, c'est le deuxième filet, mais c'est le filet de la sanction. Le but, c'est d'avoir avant identifié l'ensemble des risques pour lui faire des déclarations et que lui, après, fasse ce qu'il a à faire, qui est quand même le cœur de son activité. C'est pas sanctionner, c'est traiter et instruire des cas à risque. Et ça, c'est son métier exclusif. Et merci. Du coup, Olivier, finalement Fabrice, le régulateur s'est musclé de manière significative. Des éditeurs de solutions de marché proposent également des solutions très pointues sur ces sujets-là. Est-ce que vous, je reviens aux 3 piliers indiqués précédemment, et sur le volet technologique, comment est-ce que vous préparez normalement, ou plutôt historiquement, les régulateurs sont toujours un peu en retard. Manifestement, là, ils ont pris un coup d'avance. Comment vos établissements se préparent-ils à entrer dans la conformité 3.0 à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas si ce sera du 3.0 ou pas. Par contre, j'aimerais bien. La première solution, d'abord, c'est arriver à avoir un système IT le plus performant possible. Et ça passe maintenant, d'ailleurs, le plus souvent maintenant par des recrutements de personnes plutôt avec des profils informaticiens ou alors des profils de data scientists, parce que quelque part on est passé du mode on cherchait des juristes plutôt à la conformité, maintenant on cherche des gens qui savent faire autre chose, qui savent manipuler de la data, qui savent manipuler des grosses volumétries et qui puissent apporter un support et une aide assez importante au reste de l'équipe. Et quelque part on est en train d'intégrer l'ensemble de ces fonctions, de ces compétences pour faire avoir une conformité la plus pertinente possible. Ouais, je suis complètement en phase, et c'est ce qui rend de plus en plus compliqué, je pense, le recrutement, parce qu'on cherchait déjà des personnes avant peut-être bien faites, éventuellement avec des capacités à maîtriser des fondements juridiques, capables de faire de l'analyse, et donc, voilà, on a aussi maintenant cette dimension technologique, et ça fait des moutons à 5, 6, 7 pattes qui sont de plus en plus compliqués à trouver, mais c'est un peu le challenge aussi. Ouais, je suis d'accord. Et vous indiquiez finalement un peu dans le courant
de la table ronde là que c'est pas un métier très sexy de faire de l'analyse de niveau 1. Là, on voit qu'il y a des enjeux en termes de ressources humaines. Alors, pour aller chercher de nouvelles ressources, on imagine aussi qu'il ne faut pas laisser sur le carreau les contrôleurs actuels. Donc, vous avez également un enjeu de faire monter en compétences et de formation en interne. Mais au-delà de ces transformations, donc soit de recours à une technologie externe, soit de développement IT interne, ça pose la question de la capacité à mobiliser des ressources, qu'elles soient financières, humaines, techniques, et qui donc demande une question un peu de transformation, alors que moi j'ai appelé politique, mais qui va être au niveau de la gouvernance, et comment vous, on en a discuté, quand il y a des régulations avec des sanctions, c'est un très bon moteur pour mobiliser les directions générales. La LCBFT en fait partie. Est-ce que vous, c'est un défi? Comment est-ce que vous sensibilisez vos directions générales? Comment vous vous y prenez pour mobiliser les ressources en adéquation avec finalement les risques, les besoins d'évolution, de transformation, de veille qu'on évoquait? Et est-ce que vous vous sentez armé face à ce nouvel entrant qu'est Lucia, dont on imagine quand même qu'il va, à coup de plusieurs centaines de millions d'opérations screenées, être un peu un game changer dans la manière de mener les contrôles, puisqu'après ils sont capables de redescendre au nombre de dossiers traités. Je pense en termes de gouvernance, c'est un véritable sujet. C'est-à-dire que notre but, c'est quand même de former le COMEX ou nos dirigeants de chaque société, les former sur la conformité, parce qu'en fin de compte, ils voient la conformité actuellement plus comme une contrainte, comme un coût nécessaire. Et notre objectif, c'est justement arriver à leur faire passer un message, genre, nous ne sommes pas seulement un coût, on a également une assurance, on vous prévient contre des risques futurs, et on est là pour apporter une véritable plus-value pour la société. Et ça, c'est un gros challenge qu'a chaque conformité. Alors, ça se porte au niveau de la gouvernance, mais également de l'ensemble des lignes métiers. Parce que, alors j'imagine les gens chez toi, ou les gens chez moi pour la ligne de défense, ou les commerciaux qui vont démarcher clients, il faut se dire, renseigner les données des clients, les fichiers de manière correcte, de bonne qualité. Nous, on sera meilleur derrière, on viendra moins vous embêter. Et quelque part, on doit embarquer l'ensemble, non seulement des collaborateurs, mais également, comme on a vu au départ, c'est la direction, leur faire porter le sujet. Alors, il y a une manière de leur faire porter le sujet, c'est avoir une sanction. Parfois, c'est une bonne solution. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure. Le mieux, c'est de leur montrer, regardez, le voisin à côté a une sanction. Il faut quand même qu'on s'améliore parce que c'est quand même embêtant en termes commerciaux, en termes de présentation de la société, d'aller voir des nouveaux clients en disant « Excusez-moi, j'ai eu 1, 2, 3, 10 millions d'amendes parce que je fais mal mon AML. » Alors, on essaye un peu de prévenir ce genre de sujet. On les avertit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on reporte directement au niveau des COMEX des sujets de conformité. Ouais, si je peux rebondir, effectivement, pour moi, il y a deux choses. Je le vois chez moi, on demande de plus en plus la conformité, mais les corps de contrôle interne de manière générale, deuxième, troisième ligne de défense et de risque, d'être business partner. Donc ça, effectivement, d'être dans la transformation, d'être de plus en plus dans les projets embarqués dès le départ. C'est parfois un vœu pieux, mais c'est quand même bien l'idée. Et on voit que c'est à l'époque de la conformité, Tour d'Ivoire qui vit sa vie à côté, je pense que c'est vraiment derrière nous. La contrepartie, c'est aussi d'être plus présent auprès du COMEX, auprès du comité des risques, des administrateurs. Moi, chez moi, j'ai fait un énorme effort depuis 2-3 ans sur des KRI, KPI, remonter très régulièrement les alertes sur les ressources humaines, CAPEX et autres, pour que ce ne soit plus des sujets entre guillemets de cave. Et le jour où il y a une sanction, tout le monde découvre les problématiques elles-mêmes. Je la fais courte, mais c'est un peu ça. Donc c'est ça qui est hyper important. Et effectivement, pour qu'on soit business partner, il y a aussi dans l'autre sens, il faut que le commerce de manière générale, et c'est ce qu'on travaille de plus en plus, et aussi des objectifs, y compris dans la rémunération variable, sur les sujets de contrôle, les sujets de compliance, de KYC, ainsi de suite. Parce qu'on sait, le contrôle, la confiance, ça n'exclut pas le contrôle comme on dit toujours, et que ça va mieux quand c'est dans la rémunération variable. Donc, je pense que c'est dans les deux sens, il faut que des deux côtés, entre guillemets, les gens fassent un pas pour s'en rapprocher. Oui, donc finalement, il y a un besoin de valoriser, de valorisation des équipes
justement dans le cadre de cette prévention de risque. C'est-à-dire nos équipes deviennent presque des commerciaux quelque part. Parfois. Parce qu'on est devenu maintenant, on est vendeur de conformité, ou de sujets de conformité vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Tout à fait. Un dernier point aussi que je voulais voir avec vous, ça a été évoqué rapidement par Fabrice, c'est la mobilisation. Donc là, on était sur la sensibilisation de la direction générale de l'entité à laquelle vous appartenez. Il y a aussi, en tout cas pour ceux qui font partie d'un groupe, qui ont des actionnaires de référence, c'est la capacité à mobiliser des ressources, des savoir-faire un peu externes à l'entité, internes au groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez évoqué PF, Cassé, vous êtes au sein du groupe Crédit Agricole, et on voit d'ailleurs que l'appartenance à un groupe dans la sanction de la CPR a été soulevée en disant vous appartenez à un groupe, vous devez donc avoir des moyens, être en capacité de mobiliser les moyens ad hoc. Est-ce que vous voulez nous en dire plus dans le cadre de votre organisation, de votre fonctionnement, sur à quel moment est-ce que les autres entités de votre groupe peuvent être des partenaires ou alors peuvent mettre en place des solutions de mutualisation? Alors, dans le cadre de l'analyse. On a déjà des solutions de mutualisation en termes de filtrage, criblage. On a une solution de la part d'un éditeur américain qui vient nous aider, et c'est une solution qui, pour l'ensemble du groupe, ça me permet d'ailleurs d'être plus pertinent, plus rapide, par exemple pour inclure l'ensemble des listes. Par exemple, on a vu récemment sur les sanctions liées à la Russie et à l'Ukraine. Les gens travaillent le week-end et le lendemain, en fin de compte, l'ensemble du réseau du groupe Crédit Agricole dispose des listes et d'un outil de criblage et de filtrage qui est up-to-date en permanence. Ça, c'est presque une obligation, et quelque part, l'apport du mutualiste permet justement d'être à proximité, être rapide, dynamique par rapport à ces sanctions qui arrivent en effet peut-être le vendredi, mais par contre, il faut qu'elles soient opérationnelles dès lundi. Avec souvent également des sujets, on a vu sur l'Ukraine et la Russie, des sujets sur des langues, parfois qui sont difficiles à maîtriser, ou des approximations en termes des termes. Enfin, quand vous voyez des termes en russe, avoir leur traduction en langage, en latin par rapport au cyrillique, c'est toujours un peu compliqué, et parfois on a beaucoup de difficultés aussi pour avoir des sujets, et heureusement qu'on a le groupe pour nous aider, parce que d'abord le groupe Crédit Agricole est implanté en Ukraine. On était auparavant également implanté en Russie, mais par contre on a une communauté qui est internationale qui permet sur tout ça de se. Ça c'est l'apport du groupe. D'accord. Et de votre côté? Alors de mon côté, je disais tout à l'heure un peu deux jambes. Moi il y a donc l'univers BNP Personal Finance. Alors c'est pas une notion de groupe au sens groupe LCBFT au sens du code monétaire, mais c'est vraiment nous, on s'appuie, c'est notre aussi la data co-actionnaire, il nous fournit le core banking, et nous fournit certains outils d'LCBFT, d'AML. Et puis il y a toute l'expertise, il y a aussi le benchmark permanent avec ce que peut faire Personal Finance, qui permet de gagner du temps sur la conformité de manière générale, pas réinventer la roue et d'être vraiment dans le mutualisme entre guillemets le plus fort en termes de retour d'expérience et de bonnes pratiques. Et puis il y a l'autre côté Carrefour, où là moi je m'appuie sur, il y a des directions compliance, mais qui ne sont pas du tout sur les sujets LCBFT, mais sur les sujets plutôt Sapin 2 avec les due diligence. Donc ça c'est un vrai apport du groupe Carrefour au sens large, évidemment avec tous ses fournisseurs à travers la planète tant qu'il y a une expertise. Et puis aussi parce que Carrefour a de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs, et on peut pas le citer Google par exemple. Là c'est sur des praticiens entre guillemets de la data qui sont du retail, donc qui ne sont pas dans l'univers du tout LCBFT, mais justement c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir des approches un peu disruptives de gens qui ne connaissent pas du tout l'AML, mais par contre qui sont très bien câblés sur l'aspect data, et moi ça me permet d'accéder à des ressources et des compétences que je ne pourrais absolument pas avoir dans le périmètre Carrefour Banque de 600-700 personnes. Voilà. Donc c'est un peu jouer sur deux tableaux. Alexis, on évoquait Olivier évoquait la problématique de la data, et notamment tout ce qui va être homonymie et dans la capacité à identifier ou à cribler la bonne personne, etc. Est-ce que votre solution permet justement cette finesse? Comment est-ce qu'elle peut gérer ces problèmes de langue, entre guillemets? Alors, c'est en effet un problème essentiel sur l'ensemble du criblage.
il y a deux questions. Il y a une question sur la traduction, et on sait que la traduction, quand elle provient notamment de caractères non latins, concrètement, il existe plusieurs traductions possibles, plusieurs traductions en caractères latins. Donc, il peut y avoir des différences, et puis il y a toute l'imperfection de la donnée, il peut y avoir des fautes de frappe, des erreurs de saisie. Et pour ça, le régulateur impose de toute façon d'avoir un concept de recherche floue, c'est-à-dire d'approximation statistique. Maintenant, si cette approximation est mal faite, ça génère énormément d'alertes, énormément de faux positifs. Donc l'enjeu est à nouveau entre une recherche floue traditionnelle et une recherche floue basée sur le machine learning. On a des résultats qui globalement vont du simple au double, ou du simple à la moitié plutôt. Concrètement, on divise par 2 le nombre de faux positifs. Et on parlait tout à l'heure de la perception de la conformité au sein des directions d'entreprise et le fait que c'était une problématique qui aujourd'hui était perçue comme cruciale, comme vitale, plus qu'il y a quelques années. Petit à petit, on voit la même perception au niveau des outils, c'est-à-dire qu'on ne dit plus la conformité à ces outils qui datent d'il y a 15 ans, qui génèrent des alertes de qualité moyenne, sûrement beaucoup, mais bon, après tout, ça fait à peu près les choses. Aujourd'hui, il y a une vraie recherche de renouvellement, et on sait qu'aujourd'hui, avec des nouvelles technologies, on arrive assez vite à des statistiques qui sont, je divise par 2 le nombre d'alertes, mais sur les alertes qui restent, surtout, je divise par 2 le temps de traitement de l'alerte, parce que dans un bon outil de conformité, l'analyste va trouver toutes les informations dont il a besoin pour instruire sa piste d'audit. Ça veut dire qu'il ne va pas passer la moitié de son temps à aller interroger le CRM, l'outil de gestion de tiers, l'historique des virements. Il va avoir dans un seul écran toutes les données qui lui permettent de travailler. Donc il va faire ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire de l'analyse risque, de l'analyse financière, pas de la collecte d'informations. Et le jour où le régulateur va nous demander des comptes sur cette alerte, on aura sur l'alerte directement toutes les informations et tout le panorama financier dont on disposait au moment de l'alerte qui vont justifier quantitativement le choix qui a été fait et qui a été expliqué sur la piste d'audit. Et ça, c'est vraiment important. Merci. Donc, peut-être en conclusion, pour faire un peu un panorama de ce qu'on vient d'échanger, on constate, ou en tout cas on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas tant dans un besoin de faire évoluer son dispositif, mais de le faire transformer, ou en tout cas sur les dernières années et les années à venir, un besoin de transformation. On l'a dit, technique, avec le legacy du système d'information versus les solutions externes à intégrer. Une transformation RH, avec le besoin de mobiliser des nouvelles ressources, avec des nouvelles compétences, voire issues de secteurs qui n'ont rien à voir avec le sujet initial, sans oublier les problématiques de formation et de renouveau et d'accompagnement des équipes en place, une transformation organisationnelle avec la mobilisation de sachants au sein du groupe ou assimilés, et également finalement dans les échanges que vous pouvez avoir avec la première ligne de défense, quand on parlait d'être soi-même commercial de la conformité, d'être un partenaire et non plus un père fouettard. Et une quatrième transformation qui est, je pense, un peu le serpent de mer, qui est la transformation politique, de sensibilisation de la direction générale aux enjeux et aux risques encourus par les établissements. Donc on est vraiment dans une démarche profonde de transformation des établissements. Est-ce que par rapport à ces 4 piliers, il y en a sur lesquels vous souhaitez peut-être un peu revenir, Alexis, Olivier, Fabrice, un peu en conclusion? Est-ce que finalement par rapport à nos auditeurs, spectateurs, qu'est-ce que vous pourriez partager comme retour d'expérience sur ces différents éléments? Alors moi je suis dans la conformité depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai d'abord commencé chez un régulateur et maintenant je suis dans un établissement financier. Là, ce que j'ai connu il y a 15 ou 20 ans à la conformité, on nous demandait grosso modo uniquement notre
notre casier judiciaire ou ce genre de choses, c'est complètement fini. Maintenant, dans un monde qui évolue, à la vitesse d'ailleurs des Google, ce genre d'acteurs, donc il faut être alerte. On essaye un peu de vendre ça, c'est que la conformité de papa c'est fini, maintenant c'est la conformité 2.0, 3.0, c'est un environnement qui est séduisant, sur lequel on apprend beaucoup de choses, et d'ailleurs on devient des commerciaux quelque part de notre activité. Et quelque part, j'ai envie de dire, il faut rejoindre la conformité, ça c'est un peu pour tous les jeunes qui veulent travailler avec nous. Et surtout, on ne prend plus maintenant uniquement des profils juridiques, on prend d'autres types de profils. Et puis quelque part, ça fait un peu notre richesse. Et puis, parfois c'est agréable de trouver des choses, de pouvoir identifier, ou parler avec le régulateur qui nous donne parfois des satisfecit, ou le COMEX donne des satisfecit. Quelque part, on est comme les autres. Et donc c'est ça que j'ai envie de partager. Moi, je rejoins effectivement, je pense que alors, ça fait un peu moins longtemps, c'est une dizaine d'années, mais effectivement, je pense que l'époque, tu l'as dit, la conformité donnait son avis et ça avait valeur biblique et c'était l'étape de la loi, on ne pouvait rien dire. Maintenant, on se fait challenger, je trouve ça très bien. On nous challenge même sur des fondements de lecture du code monétaire ou ce genre de choses, si j'élargis de manière générale à la compliance, mais je trouve ça hyper stimulant. Et c'est ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est de faire venir aussi des jeunes mais qui n'ont pas envie de faire ça toute leur vie, c'est un point de passage, mais aussi d'intégrer des personnes qui ont déjà 20, 30 ans d'expertise, qui apportent leurs connaissances aussi des outils, des produits, du réseau de distribution. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir un peu le panel des personnes et que ça soit un lieu de passage aussi pour ensuite, entre guillemets, évangéliser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas montrer que c'est pas un monde à part qui vit dans sa bulle, mais que c'est un sujet de tous. C'est un sujet de tous et qui est, je pense, de plus en plus décloisonné et qui est remonté fortement au niveau des directions générales. Mais effectivement, pas uniquement père fouettard. C'est aussi être, je pense qu'on le vit tous les deux, c'est être force de proposition. Ça n'est plus dire oui ou non, où vous voyez, moi je donne un avis et vous, dirigeants effectifs, vous prenez vos décisions pour voir si vous avez envie d'aller mise en examen avec des anges, je ne sais plus du tout ça, c'est vraiment s'engager et faire être force de proposition aussi, au-delà de dire oui, non. Donc ça, c'est, je pense, hyper intéressant dans l'évolution de notre métier. D'accord. Alexis, avant de passer sur la session de questions-réponses, un mot de la fin pour... Sur les évolutions du métier, pour le coup, moi je vais être le représentant des évolutions technologiques et on en a déjà un petit peu parlé, mais on se rend compte que il y a un défi technologique, mais qui à la fois modernise énormément l'approche qu'on va avoir de l'analyse. On se rend compte qu'il y a un petit peu une course entre la technologie utilisée par le régulateur, la technologie utilisée par les établissements financiers, et puis il y a une autre course technologique dont on commence à voir les prémices, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on cherche à identifier, ce sont des comportements humains. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui, on en a quelques échantillons des fois, développent des logiciels qui ne sont pas des logiciels de détection de fraude, ce sont des logiciels de fraude. Et du coup là on se retrouve dans des duels de machine contre machine, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui sont des experts informaticiens et qui vont paramétrer des outils pour paramétrer des scénarios de fraude en essayant de se mettre dans l'esprit de celui qui va l'analyser pour passer au travers des mailles du filet. Et pour le faire précisément, c'est fait. Donc là, alors ça peut faire un petit peu guerre des étoiles, mais ça existe déjà très massivement dans le monde boursier, mais sur des aspects AML, clairement c'est des choses qui arrivent et donc on se retrouve sur des duels robot contre robot, logiciel contre logiciel. C'est encore très marginal, mais clairement c'est des choses qui vont arriver. Donc les évolutions technologiques de ce secteur ont encore de grands jours devant eux. Merci. Donc nous avons une première question. Je vais la laisser flotter un peu dans l'air. C'est rassurant. Tu vas la capter. Tu vas l'attraper. Est-ce que le machine learning est compatible avec le RGPD ? Probablement, mais alors moi, quand je suis, parce que j'ai aussi la donnée personnelle dans mon giron chez Carrefour Banque, ma réponse plus globale, c'est de dire que quand il s'agit de la LCBFT, ça passe au-dessus du RGPD, et à choisir les deux, je choisis toujours la LCBFT.
Voilà, c'est pas une réponse, mais en tout cas, moi, c'est mon approche par les risques sur les sujets. Moi, il s'avère que, donc, en tant que conseil, j'ai fait beaucoup et je continue à faire beaucoup de RGPD, donc je vais essayer d'apporter une réponse là-dessus. Le RGPD, finalement, la philosophie du RGPD, c'est vraiment la protection des libertés, des droits et libertés des individus concernés. Dans le cadre de la LCBFT, quelque part, la demande, ou dans le cadre du machine learning, de l'utilisation de données personnelles pour faire progresser les algorithmes, quelque part, c'est en réponse à un besoin réglementaire de conformité. Et effectivement, dans le choix alors, c'est un peu technique, hein, mais dans le choix du fondement juridique à retenir, un fondement légal à retenir, voilà, la finalité, c'est bien de se mettre en conformité. Là, on répond à une exigence réglementaire. Et donc, oui, c'est compatible. Il faut bien construire le traitement. Il faut plus s'assurer, je pense, mais peut-être Alexis, tu as une opinion là-dessus, sur les conditions et les modalités techniques et technologiques dans lesquelles l'algorithme va apprendre. Il faut s'assurer que, éventuellement, ce soit anonymisé ou pseudonymisé, ou en tout cas dans un environnement, dans un entrepôt ou dans un data lake sécurisé par rapport à d'éventuelles fuites de données. Je partage tout à fait. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet sur la donnée personnelle en tant que telle et la limitation de l'usage de la donnée personnelle à ce qui est strictement nécessaire. Et dans ce cas-là, avoir le nom ou le prénom, quand on parle de blanchiment, ça n'a que peu d'intérêt. Quand on parle de criblage, évidemment, c'est un sujet évident. Donc on se rend compte qu'en fonction des traitements et de leur finalité, on va avoir un usage différencié de la donnée personnelle. Et après, le très gros point d'attention, c'est les dérives de l'apprentissage et les biais d'apprentissage, parce que un moteur de machine learning, ça reste un moteur technique paramétré par un humain. Si on laisse un moteur de machine learning étudier de façon autonome qui sont les détenus en France et donc qui sont les personnes à risque, 90% des détenus en France sont des hommes. Il va donc vous dire que les hommes sont forcément à risque et que les femmes ne le sont pas. Donc on se rend bien compte qu'un moteur de machine learning, c'est pas quelque chose d'objectif et que les biais d'apprentissage sont vraiment à prendre très au sérieux, surtout quand on parle de fraude, de potentiel derrière signalement de fraude. Donc il y a une vraie attention sur ces facteurs d'apprentissage. Okay. Vous pouvez, donc oui, je rappelle effectivement, vous pouvez nous poser des questions via le chat, n'hésitez pas. Question suivante, les solutions de détection dédiées à la LCBFT permettent-elles d'embarquer également des scénarios de fraude à l'assurance ? Normalement, il faut un assureur pour pouvoir vous répondre. Je ne suis pas assureur. Probablement, je suis même certain qu'ils ont des scénarios dessus. Je pense que c'est plutôt dans la partie détection de la fraude. De manière générale, c'est moins LCBFT, c'est plutôt dans la partie fraude qu'il faut le visualiser. C'est un autre sujet que je gère dans sécurité financière, où en effet il y a des scénarios autour de la fraude pour mon activité, et je suis sans nul doute chez les assureurs également. C'est en effet ce qu'on voit, c'est que dans le monde, spécialement dans le monde assurantiel, encore beaucoup plus que dans le monde bancaire, quand on a du blanchiment, le blanchiment est 9 fois sur 10 associé à une fraude à l'assurance, parce que concrètement je veux blanchir de l'argent à travers le remboursement d'un sinistre, et ce sinistre est un sinistre qui n'est pas accidentel évidemment, qui a été déclenché. Donc on comprend bien qu'il y a à la fois une fraude à l'assurance parce que ça va avoir un coût pour l'assurance, des fois pas forcément très important, ça fait même partie paradoxalement des critères de sélection, c'est qu'on a un sinistre auquel on dit on a un très gros sinistre, et comme par hasard il a très peu coûté à l'assurance, parce que j'espère qu'il passe à côté, parce que la finalité c'était pas qu'il y ait un coût pour l'assurance, mais c'est de transformer une origine de fonds inconnue dans une origine de fonds connue. Et donc comme il y a systématiquement une volonté délibérée de provoquer le sinistre ou le remboursement ou l'indemnisation, il y a en effet une fraude à l'assurance. Donc dans le monde assurantiel, blanchiment et fraude à l'assurance sont quasi systématiquement associés. Et donc aujourd'hui, tous les outils de blanchiment dans le monde assurantiel sont aussi des outils de détection de fraude de fait.
Une question, la question suivante sur la vérification des clients list. Est-ce que vous seriez capable de dire à quel rythme est-ce que vous vérifiez les clients listés sur sanction embargo? Tous les jours. C'est tous les jours. Hein, Tous les jours, ouais. tous les jours, on liste les clients. On liste, d'abord, on a plusieurs listes. On a une liste de sanctions internationales, on a une liste qu'on appelle PEP, et on a une liste titres, et on filtre, enfin, on crible en stock l'ensemble des portefeuilles et l'ensemble des clients que nous avons chez nous. Et ça, c'est l'activité quotidienne. Tout à fait. Et donc, vous le savez, c'est une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc, c'est en permanence sur le portefeuille. Enfin, quand je dis en permanence, chaque jour et à chaque mise à jour de liste, bien évidemment, et puis à l'entrée en relation en temps réel. Donc, ça, c'est le top des priorités dans notre activité. Alors ça, c'est l'aspect criblage stock. Après, on a toujours le côté filtrage flux. On peut aussi avoir des flux qui viennent de l'extérieur, qui viennent de personnes qui sont également sous embargo ou sanctionnées. Et également sur la partie filtrage, donc on a pratiqué également enfin c'est pas un criblage, c'est un filtrage, mais c'est un genre de criblage sur des flux entrants. De la même manière. Le régulateur, le décret écrit immédiatement. C'est le terme du règlement, c'est immédiatement. Voilà, immédiatement. Mais le régulateur est très simple, c'est immédiatement. C'est ce qui est écrit textuellement. Alors, je pense que ça, c'est plus une question pour Alexis. Une question plutôt budgétaire, moyen financier. Quel serait le budget pour bénéficier des nouvelles technologies dans son outil de détection? Alors, c'est un peu difficile parce que ça dépend de la Alors, je pense que c'est de moins en moins cher, malgré tout. Parce que les prix diminuent, les technologies nouvellement qui arrivent en même temps avec Google, After Data, sont quand même moins chères que les vieilles technologies. Et également, on onboard, quand on entraîne des vieux systèmes informatiques depuis 10 ou 20 ans, ils sont peut-être amortis, ils sont très lourds à maintenir, alors que les nouvelles technologies, les nouvelles solutions sont plus faciles, plus dynamiques et surtout sont plus agiles pour développer des nouveaux modèles, des nouveaux scénarios. C'est ça que je retiens. Où avant on passait X mois pour développer un scénario ou revoir des seuils, maintenant on va passer, j'espère, on passe quelques semaines, c'est tout. Et ça c'est très intéressant. Ça je rejoins, effectivement nous, alors je laisserai Alexis compléter, mais c'est vrai que nous, quand on est missionné chez nos chez vous, chez vos confrères, finalement on se rend compte que les vieux outils, effectivement, tout changement de seuil, tout changement de l'implémentation d'un nouveau d'un nouveau scénario, c'est tout de suite des dizaines de jours de développement, puis il faut recéder, puis il faut avoir l'historique, etc. C'est très lourd, donc effectivement il y a probablement à travers des POC ou à travers des RFI, RFP, une démarche à adopter pour mettre en ce que vous disiez, mettre en écart le coût du maintien et de l'adaptation versus prendre avec, je crois qu'After Data utilise l'APIisation, mais des nouveaux moyens de se connecter au système d'information pour être plus agile et moins onéreux. Clairement, les coûts ont fondu, d'une part sur les coûts des solutions, mais aussi sur le coût de la mise en œuvre, que ce soit côté ressources internes à la banque ou l'assureur, ou le coût de mise en œuvre de prestations de l'éditeur. Ces coûts ont vraiment totalement fondu. Et si on veut prendre un exemple précis, par exemple, aujourd'hui, dans une solution moderne, si j'ai un scénario et que je me dis, tiens, si je change de seuil, je voudrais voir quel est l'impact de ce changement de seuil. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il fallait faire une demande à l'informatique, il y a quelqu'un qui faisait plus ou moins du code, qui lançait un traitement à côté dans un élément de recette et qui vous donnait les résultats sur un fichier texte, et si vous étiez sympa, sur un fichier Excel parce qu'il a fait un petit effort. Et puis quand vous retourniez le voir après en disant finalement il faudrait faire plus 0,5 pour voir ce que ça donne, vous expliquez que là c'est sympa, c'est l'informatique, on a du travail, on fait des choses sérieuses, donc on ne va pas s'amuser à faire 50 allers-retours. Dans un outil moderne, c'est l'équipe conformité de façon autonome qui modifie un seuil, lance une simulation, elle ne touche en rien à la production, et en quelques minutes, elle a le traitement de 100% de la base qui a été réeffectué avec le nouveau seuil et un tableau de bord qui lui donne les écarts, ancien seuil, nouveau seuil, l'explication des écarts, et après on fait des choix. Cette différence illustre bien
pourquoi elle est confondue d'une action qui me demandait avant 3, 4, 5 jours en faisant intervenir l'informatique, je le fais de façon autonome en quelques minutes. Nos besoins ont également changé, parce que maintenant, comme tu dis, on a besoin d'aller vite. Parce qu'on a besoin de gérer le maximum de l'information pour faire nos nouveaux scénarios, de tester des nouvelles solutions. Et pour ça, on doit aller vite. Malheureusement, les vieilles solutions se révèlent assez souvent obsolètes, alors que les nouvelles solutions sont plus up-to-date, sont plus agiles et nous permettent d'aller très très vite. Et surtout pour faire des tests, c'est plus intéressant, ou pour répondre à des use cases que peuvent nous rapporter les régulateurs, c'est plus intéressant de voir est-ce qu'on a également ce type de fraude, de malversation ou de manquement chez nous, en reproduisant très rapidement par un use case à partir de notre place clientèle. Et ça, on ne peut pas le faire avec l'ancienne solution. Merci messieurs. Merci. C'est la fin de cette table ronde. Merci d'avoir participé, merci pour vos questions. Il y aura un replay qui sera disponible sur le site internet d'Afterdata et sur le site d'Elancy. N'hésitez pas, prochain événement organisé par Afterdata, probablement avec Elancy, sur les cercles de la conformité au mois d'avril, donc pour organiser des échanges en présentiel sur le sujet de la LCBFT. Et je vous propose de lever la séance. Merci messieurs. Merci. À vous. Merci beaucoup. Attali, directeur de la conformité Carrefour. Olivier Rocamaro, groupe aide des sujets de LCBFT pour KCIS. Et Alexis Mounier, CEO Afterdata, moi-même Guillaume Mouvet, associé Elancy. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.